Ils ont hérité de la maison familiale. Moi, j'ai seulement eu une clé rouillée. Mais cette clé ouvrait, la lecture du testament avait laissé un goût amer. Mes frères et sœurs souriaient, triomphants. Ils venaient d'hériter de la maison familiale, immense bâtisse de pierre transmise depuis des générations. Moi, en revanche, l'avocat me tendit seulement une petite enveloppe froissée. À l'intérieur, une clé rouillée, sans un mot d'explication. Les autres éclatèrent de rire. Voilà ta part! Une vieille clé inutile! Je l'ai serrée dans ma main, humilié, mais sans savoir encore que cette clé ouvrait la plus grande vérité de notre famille. Abonne-toi et like si toi aussi tu crois que les héritages ne se mesurent pas toujours en argent. La salle du notaire était plongée dans cette lumière pâle qu'on ne trouve que dans les bureaux trop propres, où l'odeur de papier jauni se mêle à celle du bois ciré. Les rideaux lourds ne laissaient passer qu'un filet de soleil, assez pour éclairer les visages tendus de mes frères et sœurs. Ils attendaient de ce moment depuis des mois, la lecture du testament de notre père. Moi, j'étais resté en retrait, assis près de la fenêtre, les mains moites, incapable de chasser ce mélange étrange d'appréhension et de tristesse. L'avocat, un homme mince au regard calculateur, ajusta ses lunettes et déroula les feuilles officielles avec une lenteur presque théâtrale. Chaque froissement du papier résonnait dans le silence comme un battement de cœur. Conformément aux dernières volontés de M. Delorme, commença-t-il d'une voix monocorde. Je sentis mes frères se redresser. Paul, l'aîné, un banquier implacable, fixait l'avocat avec un sourire contenu, comme s'il assistait à une victoire qu'il considérait déjà comme acquise. Claire, élégante dans son tailleur gris, triturait distraitement son collier. Mais ses yeux brillaient d'une avidité mal dissimulée. Même Julien, le cadet, d'ordinaire plus discret, avait ce rictus satisfait, convaincu que la maison familiale, ce manoir de pierre que nous avions toujours admiré enfant, allait enfin devenir leur trophée. L'avocat poursuivit. La demeure située au 17, chemin des Tilleuls, connue comme la maison de l'Orme, sera transmise en indivision à Paul, Claire et Julien. Un souffle parcourut la pièce. Mes frères et sœurs échangèrent des regards complices. Leurs lèvres s'étirèrent en sourires victorieux. Pour eux, c'était la consécration. L'objet de toutes les convoitises leur revenait. Puis, l'avocat marqua une pause, consulta un autre document, et son ton changea légèrement. Quant à vous, Étienne, mon cœur s'emballa. J'avais l'impression que tous les regards se tournèrent vers moi avec une curiosité moqueuse. Votre père a souhaité vous léguer un objet personnel. Il ouvrit un tiroir, en sortit une petite enveloppe jaunie et la posa devant moi. Une enveloppe si mince qu'on aurait dit qu'elle ne contenait presque rien. Mes frères éclatèrent d'un rire étouffé. Voilà ta part, lança Julien avec ironie. Peut-être une vieille photo? Paul ricana. Ou une facture impayée? Claire, elle, me regarda avec ce demi-sourire cruel qu'elle réservait au moment où elle se sentait supérieure. Je pris l'enveloppe d'une main tremblante. Elle était recouverte de poussière, comme si elle avait dormi des années dans un tiroir oublié. Je l'ouvris lentement. À l'intérieur, une simple clé, lourde, recouverte de rouille. Une clé ancienne, sans indication. Aucun mot, aucune lettre d'explication. Juste ce morceau de métal usé par le temps. Le rire de mes frères éclata plus fort. Félicitations, dit Paul en applaudissant faussement. 3 héritiers pour la maison. Et toi, le gardien de la ferraille. Julien ajouta moqueur. Peut-être qu'elle ouvre un placard à balai. Leurs rires résonnèrent dans la pièce, tranchant comme des lames. Je baissai les yeux vers la clé posée dans ma paume. Une part de moi voulait la jeter, hurler à l'injustice, leur dire que notre père m'avait trahi. Mais une autre part, plus silencieuse, plus intime, me disait de la garder. L'avocat, mal à l'aise devant les moqueries, rangea ses papiers et déclara que la séance était close. Mes frères et sœurs quittèrent la salle en bavardant bruyamment de travaux, de rénovation, de profit. Moi, je restai seul un instant, la clé serrée dans mon poing. En sortant du bureau, l'air froid de la rue me frappa au visage. Je marchai longtemps, sans but précis,
la clé dans ma poche qui pesait comme un secret. Chaque pas résonnait dans ma tête avec une question lancinante. Pourquoi? Pourquoi mon père avait-il choisi de me laisser seulement ça? Je me souvenais de lui, assis des heures dans son bureau, le regard perdu dans les flammes de la cheminée. Il n'avait jamais été un homme expansif, mais il avait toujours eu une façon étrange de me regarder, comme s'il voulait me dire quelque chose qu'il n'arrivait pas à formuler. Peut-être que cette clé était son message. Cette nuit-là, je ne parvins pas à dormir. La clé brillait faiblement sur ma table de chevet, comme une énigme. Mes frères m'avaient humilié, mais une intuition persistante refusait de disparaître. Cette clé avait un but. Et si la maison familiale était leur héritage, peut-être que le mien se cachait ailleurs, derrière une porte que seul moi pouvais ouvrir. Je me jurais de trouver cette serrure. La nuit passa comme un long couloir sans fin. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la clé posée sur la table, inerte et mystérieuse, comme si elle me fixait à son tour. Vers 4 heures du matin, je me levai et allumai la lampe de mon bureau. Impossible de dormir. Il fallait comprendre. Je pris la clé entre mes doigts. Elle était lourde, glacée, avec cette rugosité de métal rongé par le temps. Elle n'avait rien d'une clé moderne. Pas de dents fines, pas de mécanisme complexe. Non, c'était une clé ancienne, faite pour une serrure massive. Peut-être une porte de bois ou une trappe oubliée. J'ouvris mes tiroirs, sortis de vieilles photos de famille. Sur certaines, on voyait notre père, jeune, posant fièrement devant la maison familiale. Une bâtisse imposante avec ses murs de granit, son porche voûté, ses fenêtres aux volets écaillés. Mais ce qui attira mon attention, ce fut une photo en particulier. Nous, enfants, jouant dans le jardin. En arrière-plan, on distinguait une petite dépendance, une sorte d'abri de pierre à moitié recouvert de lierre. Je n'y avais jamais prêté attention. Pourtant, un détail m'intriguait. Une porte sombre, au contour arrondi, qu'on devinait derrière la végétation. Je me rappelais brusquement. Un été, j'avais voulu y entrer. Mais la porte était verrouillée, et mon père m'avait tiré par le bras, le visage fermé. « Cet endroit n'est pas pour toi, Étienne », avait-il dit d'une voix dure. Ce souvenir m'avait marqué, mais avec le temps, je l'avais enfoui. Et si cette clé était liée à cette porte interdite? Le lendemain, je décidai de retourner sur place. Mes frères avaient déjà pris possession de la maison, organisant une première réunion d'investisseurs. Mais je savais que dans le tumulte de leur projet, ils ne remarqueraient pas ma présence. Je pris le train au petit matin. Le paysage défilait. Champs nus, forêts sombres, village figé dans la brume. Plus j'approchais, plus mon cœur battait vite. La clé dans ma poche semblait chauffer, comme impatiente d'accomplir sa fonction. Quand j'arrivai devant la maison, le portail était ouvert. Des voitures de luxe stationnaient dans la cour. À l'intérieur, j'entendais des voix, des éclats de rire. Mes frères célébraient déjà leur victoire. Je contournais discrètement le bâtiment principal et me dirigeais vers le jardin arrière. L'air sentait la terre humide et les feuilles mortes. Là, entre deux murs couverts de mousse, je retrouvais la dépendance de la photo. Plus petite que dans mon souvenir, presque en ruine. Le lierre avait envahi la façade. Mais on distinguait encore une porte de bois épais, cerclée de fer. Je m'approchai la gorge sèche. Mon cœur tambourinait dans mes oreilles. Je sortis la clé de ma poche. Le métal semblait vibrer dans ma main. J'insérai la tige dans la serrure. Elle entra avec une résistance sourde, comme si le temps lui-même refusait de céder. Je tournai. Un grincement résonna, profond, presque douloureux. Puis un déclic. La porte s'ouvrit lentement, libérant un souffle d'air froid chargé d'odeurs de terre et de poussière. Devant moi, un escalier de pierre descendait dans l'obscurité. Je restais un long moment immobile, incapable d'avancer. Tout mon corps me criait de fuir, de refermer cette porte et de laisser le passé dormir. Mais une autre voix, plus forte, celle de mon père, résonnait dans ma mémoire. Tu comprendras. Alors je descendis la première marche, puis une deuxième. L'air se fit plus lourd,
Le silence plus épais. La lumière de mon téléphone éclairait les murs suintants. Au bout de l'escalier, un couloir étroit. Et au fond, une lourde malle de bois cerclée de fer, posée là comme si elle m'attendait depuis toujours. Je m'approchai. Le cadenas rouillé portait les mêmes initiales gravées que sur la clé. ED. Je sus alors que ce n'était que le début. Le couloir sentait la terre mouillée, la corde et le fer ancien. À chaque pas, mes semelles arrachaient à la pierre un son discret, comme si je réveillais un animal endormi. La lumière du téléphone tremblait dans ma main, projetant sur les murs des ombres déformées de mes doigts. Tout au bout, très exactement là où la voix de mon père se taisait dans ma mémoire, attendait la malle, bois sombre cerclé de bandes de fer. Et, cloué sur le couvercle, un petit écusson ovale en laiton, piqué de vert de gris. 2 initiales, rongées par le temps, mais encore lisibles. E-D-E-D, comme Édouard Delorme. Mon grand-père, l'homme qui riait trop fort et parlait trop bas, celui dont les silences avaient davantage modelé notre maison que ses coups de marteau. Il me paraissait soudain si proche, comme si sa large main allait se poser sur mon épaule. Le cadenas, lui aussi, portait ses initiales. La clé que mon père m'avait léguée glissa dedans avec une douceur presque insolente, comme si le métal reconnaissait le métal. Je tournai. Le déclic résonna dans ma poitrine. Le loquet céda. Le couvercle, quand je le soulevai, gémit. Un son si ancien qu'il me traversa la peau. J'eus cette pensée absurde. Le bois se souvient. À l'intérieur, pas d'or, pas de bijoux, rien qui ressemble à ce que mes frères auraient photographié pour prouver qu'ils avaient trouvé quelque chose. Non, des papiers. Une vie de papier. Des carnets reliés de toile bleue aux tranches griffées. Des enveloppes ficelées par paquets. Des plans roulés, maintenus par des rubans délavés. Et tout en haut, posée comme un défi, une petite boîte de métal brun, scellée d'un plomb frappé de la même ovale ED. Je restai un instant immobile, les yeux embués. Le froid de la cave me mordait les chevilles, mais je sentais sous mes doigts la chaleur des gestes de ceux qui avaient touché ces objets avant moi. J'eus peur. Peur de comprendre trop, peur de ne rien comprendre. Puis j'ouvris. Le premier carnet s'intitulait, à l'encre brune, « Registre des choses que l'on cache pour que la maison tienne debout ». L'écriture était ronde, appliquée, très différente de celle nerveuse et oblique de mon père. Je reconnus la patte d'Édouard. J'entendis aussi sa voix, râpeuse. Une maison ne tient pas seulement par ses pierres, mais parce qu'on y garde au secret. Je tournai les pages, des dates. 1942, 1943, 1944. Des listes d'objets, sacs de farine, couvertures, radio, des noms, de faux noms parfois, de vrais souvent, à côté desquels on avait noté passé, reparti, disparu. Des croquis du plan de la maison, mais pas celui que nous connaissions. Un autre, plus profond, avec des flèches vers des vides, des cloisons doublées, des passages bouchés. Une annexe précisée, trappe nord, accès par dépendance. Je levai les yeux vers la marche que je venais de descendre. Dépendance. Cette porte interdite. Plus loin, une page griffonnée à la hâte me coupa le souffle. À la demande du réseau, dépôt Néloro 47. Matériel radio et documents. Placé sous le sol de l'aile nord. Clé confiée à Q, homme de loi. Consigne de ne la remettre qu'à mon fils, puis à celui qui saura. Je sentis mes doigts devenir moites. Q, le notaire, Quesnel. Cette clé n'était pas une cruauté. C'était une transmission. À travers Édouard, à travers mon père, jusqu'à moi. Les rires de Paul et Julien dans la tête se firent soudain minuscules, comme si on les avait enfermés au fond d'un verre. Je pris une enveloppe ficelée d'une cordelette usée. À l'intérieur, des lettres sur papier pelure, signées de prénoms que je ne connaissais pas. Mireille, Anton, Lou. Tous remerciaient la maison du tilleul pour la nuit où ils n'avaient pas été pris. Certains parlaient que de mer, de phares éteints, d'un canot sans moteur. Sur une photo à moitié effacée, un groupe d'hommes en vareuse posait devant notre mur nord. Je reconnus le banc de pierre. La date au dos me fit déglutir.
5 juin 1944. Je posais les lettres sur mes genoux. Le silence de la cave bourdonnait à mes oreilles. Je compris alors ce que mon père avait voulu me dire sans jamais le dire. Ce que nous appelions la maison était une façade. Ce bâtiment de granit que mes frères désiraient était un décor. Le cœur se trouvait ailleurs, sous nos pieds, dans ces papiers, dans ce réseau invisible qui avait traversé nos murs avant nous. Je tendis la main vers la petite boîte de métal brun. Le plomb scellé portait encore l'empreinte nette de D. Je n'avais pas de pince. J'hésitais. Puis je pensais très fort à mon père, à sa main lourde sur mon épaule, le jour où j'avais demandé pourquoi la dépendance restait toujours fermée. Parce que tout n'est pas à toi, Étienne. Pas encore. Je glissai la clé sous le plomb et fis levier. Le seau claqua sec. La boîte s'ouvrit. À l'intérieur, un médaillon en or mat, couvert de rayures fines, qu'on aurait pu prendre pour un bijou ordinaire, si, au revers, un mot n'avait été gravé « Tenir ». Un ruban bleu passé était fixé à l'anneau. Je le pris entre mes doigts. Il laissa une poussière dorée sur ma peau. En dessous, soigneusement pliée, une feuille d'un papier plus épais. Je la dépliai. C'était un acte. Pas un récit, pas une lettre. Un acte signé. Constitution de la Fondation Delorme. Maison du Tilleul. Mon cœur rata un battement. La fondation existait. Créée en 1963. Reconnue d'utilité locale. Le texte précisait son objet. Préserver la mémoire des actions clandestines ayant eu lieu dans la maison et ses abords. Accueillir sans publicité les familles des disparus. Protéger les réserves archivistiques cachées sous l'aile nord. Des statuts en jargon juridique. Mais une clause m'arracha un souffle. La maison demeure la propriété civile de la famille. Mais toute transformation structurelle est soumise à l'agrément du gardien d'archives, détenteur de la clé Neirero ED 47, désigné par testament personnel, hors notoriété publique. Mes yeux couraient. Je relus. Soumise à l'agrément du gardien d'archives. Un rôle, un veto. Pas sur de la peinture ou des rideaux, sur la structure. Autrement dit, sur tout ce que Paul et Claire s'apprêtaient à éventrer pour rentabiliser. Je me mis à rire. Un rire nerveux, atterré et fier tout à la fois. Mon père n'avait pas cru bon de me donner des murs. Il m'avait donné la porte. Et, avec elle, le droit de dire non. Je posai le papier à côté du médaillon. Mes doigts tremblaient. Je fouillai la malle, cherchant d'autres pièces, et en trouvai davantage que je n'espérais. Des courriers de préfets, des reçus de dons anonymes, des listes masquées. Et surtout, à la fin d'un carnet, une adresse et une ligne à laquelle je revins plusieurs fois, comme hypnotisé. Consigne 47, dépôt maritime. Une fois encore, ce nombre. Le monde lui-même semblait avoir été réglé pour que ce chiffre apparaisse à la fin de chaque couloir. Je ne vis pas tout de suite la petite clé fine, scotchée à la dernière page. Une clé bien plus moderne, celle-là. Plate, numérotée 47 au marqueur. Le scotch m'arracha une fibre du papier lorsque je la décollai. Elle était froide, agressive, presque injurieuse au milieu de ces choses anciennes. Au-dessous, la note de mon père, au stylo à billes. Étienne, si tu y es arrivé, c'est que tu as les épaules. Ne te précipite pas. Tout ce qui est ici n'a de sens que si tu sais dire non à ceux qui voudront en faire un spectacle. Va au dépôt quand tu seras prêt. Montre d'abord cette page à Q, il sait. Et n'oublie pas, on ne possède pas une maison, on s'en rend digne. Je refermai les yeux. Une vague de chaleur me submergea, suivie d'un frisson qui me fit claquer des dents. Je pensais à Paul avec ses devis, à Claire avec ses architectes, à Julien et ses plans de piscine. Je pensais à leur rire, au cabinet quand la clé avait teinté sur le bois, la ferraille. Je me surpris à murmurer « Ce soir, c'est moi qui ris, grand-père. Pas comme eux. » Mais je ris quand même. Au-dessus de moi, très loin, un son amorti. Un éclat de voix, des pas lourds, sur un plancher. Mes frères. Ils étaient donc là, déjà, à mesurer, à marcher dans leur maison. J'éteignis par réflexe la lampe du téléphone. L'obscurité fut totale, puis
Mes yeux s'habituèrent à une pénombre bleutée. Je restai immobile, tendant l'oreille. Les pas s'éloignèrent. Le silence retomba, profond et drapé. Je rangeai méthodiquement. Je remis les carnets, les lettres, le médaillon, l'acte de fondation, sauf cette page-ci, que je glissai contre mon torse, sous ma chemise, comme on cache un feu. Je refermai la boîte, la scellai comme je pus avec le plomb brisé, par respect, plus que par prudence. Je posai la clé moderne 47 dans ma poche gauche, la vieille clé ED dans la droite. Il y eut en moi l'impression bizarre d'avoir deux cœurs. Lorsque je sortis de la dépendance, le ciel avait pris cette couleur entre chien et loup qui ne veut pas décider si c'est encore le jour ou déjà la nuit. Les guirlandes de voitures dans la cour jetèrent des reflets métalliques sur les flaques. Des voix montèrent de la grande cuisine, rires, tintements de verre, une odeur de viande saisie à la poêle. Je restai un instant dans l'ombre du tilleul, à regarder les fenêtres jaunes, ces rectangles qui m'avaient autrefois rassuré enfant. Je vis Paul passer, blazer sur l'épaule, bras ouverts, expliquer quelque chose à un homme que je n'avais jamais vu. Je reconnus le mot suite, puis mariage, puis potentiel. Je reculai d'un pas dans l'obscurité. Mes mains sentaient encore l'encre et la poussière. J'eus envie d'entrer, de claquer sur la table l'acte de la fondation, de leur dire « Ce n'est pas à vous ». Mais la voix de mon père, une fois encore, « Ne te précipite pas ». Je quittai le jardin par le petit portillon latéral, refermai doucement. Le métal grinça au toujours même endroit, un grincement qui me parut soudain amical. Dans la poche, la clé moderne 47 vibrait comme un insecte impatient. J'allais vers le dépôt maritime. Pas ce soir, mais bientôt. Avant cela, je devais voir Quesnel, l'homme de loi, le cul du carnet. J'avais besoin de comprendre comment une fondation ignorée de tous avait pu se glisser entre le testament public et le vrai héritage. En marchant le long du chemin, je repensais à une phrase du carnet. Celui qui prétend posséder les murs n'a pas forcément la maison. L'air sentait la fougère et l'iode. La maison derrière moi n'était plus un trophée à admirer ou à jalouser. Elle était redevenue ce que mon grand-père avait voulu qu'elle soit, un lieu de passage, pour des hommes, pour des histoires, pour des secrets, que l'on protège non parce qu'ils sont rentables, mais parce qu'ils nous rendent dignes. Au bout du chemin, la route menant au bourg s'ouvrit comme une page blanche. Je n'avais pas d'argent, pas de promesse d'action, pas de clé de chambre dans cette demeure qui ne serait plus mienne. J'avais une clé rouillée, une clé moderne, un acte froissé sous ma chemise, et la sensation très simple, inconnue et ancienne à la fois, d'être enfin à ma place. Je levai le visage au ciel. Une étoile, timide, perça le voile. Je souris. Il y avait, dans la nuit qui venait, moins d'obscurité qu'une heure plus tôt. Je le jurais. Et demain, à la première heure, je pousserai la porte de maître Quesnel avec cette page à la main. Puis, je prendrai le bus pour le port. Et au fond d'un couloir qui sent la corde humide et le gassoil, j'insérerai une clé marquée 47 dans un casier de métal. Alors, j'apprendrai enfin ce que mon père avait voulu dire par ces deux mots. Tu comprendras. Ce soir-là, pour la première fois depuis la lecture du Testament, je rentrais sans avoir honte du rien qu'on m'avait laissé. Ce rien s'était mis à parler, et j'avais, sans savoir comment, appris sa langue. Le lendemain matin, je frappai à la porte du cabinet de maître Quesnel. La façade était la même depuis mon enfance. Un immeuble de pierre grise, volets bleus délavés, plaques de cuivre ternies. L'air sentait l'encre et le café froid. Quand l'assistante m'introduisit dans le bureau, Quesnel était déjà debout, comme s'il m'attendait. Il n'était pas surpris. Ses yeux pâles glissèrent aussitôt sur la chemise froissée que je serrais contre moi. Je n'avais même pas encore ouvert la bouche qu'il dit « Alors, tu as trouvé la page ?» Je restais figé. Oh, vous saviez? J'ai gardé un secret pendant 40 ans, Étienne. Ton père m'avait confié cette mission. Ce n'était pas aux tribunaux de la connaître, ni même à tes frères. Seulement à toi, le jour où tu aurais le courage de franchir la dépendance. Je déposai la feuille sur son bureau. Ses doigts ridés la lissèrent avec une lenteur respectueuse.
Voilà la véritable succession, murmura-t-il. Pas des murs, une charge. Je crus voir ses yeux briller d'émotion. Il se leva, ouvrit un classeur caché dans une armoire de chêne et en sortit une enveloppe épaisse, scellée de cire rouge. Les lettres ED y étaient imprimées. Ton père m'avait demandé de te remettre ceci uniquement si tu venais de toi-même. Pas avant, pas sous la pression d'un héritage officiel. Je pris l'enveloppe. À l'intérieur, un second acte confirmant ce que j'avais découvert. La fondation de l'Orme, discrète mais légale, me désignait comme gardien d'archives. Noir sur blanc. Mon nom. Mon rôle. Tes frères croient te posséder la maison, reprit Quesnel. Mais chaque clou, chaque pierre porte la mémoire d'hommes et de femmes qui y ont trouvé refuge. Si quelqu'un tentait de la défigurer, tu as le droit et le devoir d'intervenir. Ces mots résonnèrent en moi comme une délivrance. Moi, le fils oublié, humilié pour une clé rouillée, j'étais en réalité celui que mon père avait jugé digne de porter le vrai héritage. En sortant du cabinet, la clé moderne 47 me brûlait dans la poche. Direction, le port. Le dépôt maritime n'avait rien d'impressionnant. Un hangar de tôle, rongé par le sel, où l'odeur de gasoil se mêlait à celle des filets mouillés. Les casiers métalliques s'alignaient dans un couloir sombre. Je cherchais longtemps jusqu'à voir le numéro 47, à moitié effacé par la rouille. Mes doigts tremblaient. J'introduisis la clé. Le verrou céda, d'un claquement sec. J'ouvris. À l'intérieur, pas de trésor brillant. Une simple caisse en bois, avec une inscription presque effacée. Archives réseau. Quand je soulevai le couvercle, mes yeux s'écarquillèrent. Des dizaines de dossiers, soigneusement classés, contenaient des noms, des témoignages, des cartes de la région datant de la guerre. Mais surtout, au centre, un dossier plus récent, estampillé d'un sceau officiel. Une mention manuscrite m'arracha un frisson. À remettre au gardien uniquement. Contient preuve de collaboration. Famille Morvan. La famille Morvan. Les associés actuels de Paul. Ceux qui, la veille, riaient avec lui dans la cuisine de notre maison. Je restais pétrifié. Ce que je tenais n'était pas seulement de l'histoire. C'était une arme. Le passé venait de tendre sa main jusque dans le présent. Je sortis du hangar avec la caisse serrée contre ma poitrine. Le vent du port hurlait, projetant l'odeur du sel et du gasoil. Chaque pas résonnait comme un coup de tambour. J'avais en main non seulement le secret de ma famille, mais aussi celui de ceux qui, aujourd'hui, prétendaient dicter l'avenir de notre maison. Le soir même, mes frères avaient convié des investisseurs et des notables dans le grand salon. Les lustres brillaient, les verres de cristal teintaient. Paul parlait fort, vantant le potentiel infini de la demeure. Claire distribuait des sourires diplomatiques. Julien faisait visiter comme s'il avait toujours été maître des lieux. Les associés Morvan, riches entrepreneurs locaux, trônaient au premier rang. Je poussai la porte sans prévenir. Le bruit se figea. Tous les regards se braquèrent sur moi. L'intrus, le pauvre héritier, censé s'être contenté d'une clé rouillée. Paul fronça les sourcils. Étienne, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je posai la caisse au milieu de la table. Le bois grinça. Un silence épais tomba. Lentement, je sortis le dossier estampillé. Le sceau officiel brillait sous la lumière. Vous voulez transformer cette maison en hôtel de luxe? Très bien, mais il y a une condition. Encore faut-il que vos alliés n'aient rien à cacher. Je fis glisser le dossier. Le nom Morvan apparut, écrit en grandes lettres. Un des invités blêmit. Les pages parlaient d'elles-mêmes. Documents d'archives prouvant des actes de collaboration durant la guerre. Témoignages, lettres signées. Le genre de vérité qui détruit une réputation en quelques heures. Un murmure parcourut la salle. Claire pâlit, Julien balbutia. Paul tenta de balayer d'un rire nerveux. Des papiers poussiéreux, trouvés je ne sais où. Quelle importance? Je relevai la tête. Importance? Ces archives appartiennent à la Fondation de l'Orme, reconnue légalement, et j'en suis le gardien officiel. Toute transformation de la maison est soumise à mon accord.
Et moi, je refuse qu'on salisse ce lieu. Les Morvan se levèrent brusquement, visage rouge, balbutiant des excuses. Ils quittèrent la pièce sous les regards lourds des autres convives. Les investisseurs, mal à l'aise, s'éclipsèrent à leur tour. En quelques minutes, le projet flamboyant de mes frères s'effondra comme un château de cartes. Il ne resta que nous quatre, face à face. Paul, blême, murmura. « Alors, tout ce temps, papa avait prévu ça ?» ?»« Oui, répondis-je. Il ne m'a pas donné les murs. Il m'a confié la mémoire. Et la mémoire pèse plus que toutes vos pierres. » Claire, les yeux humides, ne trouva rien à répondre. Julien détourna le regard. Moi, je sentais pour la première fois que ma voix portait, que ma présence avait du poids. Ce soir-là, j'ai compris ce qu'était le vrai héritage. Pas une maison à louer, pas des murs à revendre, mais la dignité d'une histoire qu'on protège. Mes frères m'avaient rionné pour une clé rouillée, mais cette clé ouvrait la porte la plus précieuse, celle de la vérité. Abonne-toi et like si toi aussi tu crois que la vraie richesse n'est pas l'argent, mais la mémoire et la dignité transmises.